Halte. Arrière. Allez-vous-en. Jean-Pierre coupait des bûches, ignorant totalement la présence qu'il épiait depuis la lisière de la forêt. Le coup de hache était sec et cassant, une note discordante dans le silence glacial du massif des Vosges. L'air vif et pur, à cette altitude, rendait chaque son étrangement fragile, comme si une plaque de verre se brisait au loin à chaque impact du fer sur le bois. Jean-Pierre, le gardien du poste forestier isolé, travaillait avec une régularité métronomique, sans la moindre précipitation. Un ample mouvement de balancier, une frappe nette. La bûche fendue volait sur le côté, rejoignant ses sœurs dans un tas qui grandissait lentement. Un autre balancement, un autre coup sec. Ses 62 ans n'avaient en rien émoussé la force de ses bras noueux, au contraire, il lui avait conféré une robustesse têtue, semblable à celle des racines des vieux mélèzes qui s'agrippaient aux pentes escarpées. Et puis, la sensation s'imposa. Ce n'était ni un son, ni une ombre, mais un sentiment indéfinissable, une alerte primale qui transforma les cheveux gris sur sa nuque en une myriade d'aiguilles de glace. Un regard. Un regard lourd, attentif, scrutateur, qui pesait sur lui avec une intensité palpable. Jean-Pierre ne s'arrêta pas. Il ne laissa transparaître aucune réaction, aucun signe qu'il avait perçu cette présence étrangère. Il fendit une autre bûche, puis une autre encore, mais chacun de ses gestes devint alors plus calculé, plus économe en énergie. Il cessa d'être un simple vieil homme coupant son bois pour l'hiver. Il redevint une partie intégrante de cette forêt, un prédateur silencieux prêt à faire face à n'importe quelle éventualité. Ce n'est qu'après avoir terminé sa tâche qu'il planta lentement sa hache dans le billot, comme pour étirer un dos ankylosé, et se redressa. Il ne tourna pas la tête. Il pivota sur lui-même, d'un seul bloc, et ses yeux gris, délavés par le temps et le vent, croisèrent une dizaine d'autres paires d'yeux, jaunes et perçants. À la lisière de la clairière, à une centaine de mètres de sa maison de campagne, une meute de loups se tenait là. Ils ne se cachaient pas. Ils étaient sortis de l'ombre des sapins enneigés et s'étaient figés, formant une sculpture macabre taillée dans la pierre grise et le crépuscule hivernal. En avant, légèrement à l'écart des autres, se tenait leur chef. Un mâle alpha, immense, au pelage presque noir, un loup aguerri avec une touffe de poils grisonnants sur le poitrail et une cicatrice à peine visible qui déchirait la ligne de son oreille gauche. Il ne grognait pas. Il se contentait de regarder. Et dans ce regard, il n'y avait aucune haine. Il y avait un calcul froid et une faim dévorante. Une faim si profonde qu'elle annulait tous les anciens pactes tacites entre l'homme et la bête. Jean-Pierre comprit immédiatement, ce n'était pas une rencontre fortuite. Le début de l'hiver, anormalement rigoureux et sans neige, avait chassé les cervidés de leurs territoires habituels. Les prédateurs étaient désormais au bord de l'inanition. Ils n'étaient pas de passage. Ils étaient venus pour lui. Jean-Pierre, sans un mouvement brusque, se pencha et ramassa quelques bûches. Il ne quittait pas des yeux le chef de meute, et ce dernier ne sciait pas non plus. C'était un duel silencieux, un test de volonté et de détermination. Les autres loups de la meute piétinaient nerveusement, leur souffle s'échappant en épais nuages de vapeur dans l'air glacial. Ils attendaient un ordre. Mais le chef ne se pressait pas. Il évaluait la silhouette solitaire du vieil homme, la maison de campagne derrière lui, la fumée qui s'échappait de la cheminée. Il pesait le risque contre la récompense potentielle. Jean-Pierre se détourna avec la même lenteur délibérée et se dirigea vers sa maison. Son dos le brûlait. Chaque nerf de son corps hurlait au danger. Il sentait que le moindre faux pas, la moindre tentative de fuite, déclencherait instantanément le ressort d'un mécanisme invisible et mortel. Mais il marchait d'un pas égal, avec la dignité du maître des lieux. La lourde porte de la maison grinça et se referma derrière lui, coupant net l'air glacé et le regard pesant des prédateurs. Jean-Pierre s'adossa au bois froid et expira longuement. C'est seulement à cet instant qu'il s'autorisa à prendre la pleine mesure de la gravité de la situation. Il était seul. La base principale du parc naturel régional des Ballons des Vosges se trouvait à des dizaines de kilomètres de taïga infranchissable, et de l'autre côté de sa porte, la mort affamée attendait. Il s'approcha de la fenêtre. La meute n'avait pas bougé. Les loups s'étaient assis dans la neige, encerclant la clairière en un demi-cercle menaçant. Le siège avait commencé. Ils allaient attendre. Attendre qu'il commette une erreur. Jean-Pierre se dirigea vers la vieille radio et actionna un interrupteur. Base, ici le poste isolé. Je vous reçois.
sa voix était calme, sans la moindre trace de panique. Après un long grésillement, la voix jeune et inquiète de Lucas, son remplaçant et apprenti, perça le silence. « Jean-Pierre, Dieu merci. Comment ça va là-haut? On a des bulletins météo, une grosse tempête de neige arrive, un blizzard d'au moins 2 jours. Je t'avais bien dit de redescendre à la base. On survivra, Lucas. » Le coupa Jean-Pierre. Il ne voulait pas semer la panique. « Dis-moi plutôt, tu as des infos sur mon secteur? Sur la faune? » Non, tout était calme. « Pourquoi? » demanda Lucas, soudain tendu. « Pour rien, des loups sont sortis. Une meute, juste devant le poste. » Jean-Pierre regardait les silhouettes sombres par la fenêtre. Un silence s'installa dans la radio. Lucas, bien qu'ayant grandi en ville, avait déjà assimilé suffisamment de connaissances sur la vie en forêt pour comprendre la situation sans plus d'explication. Des loups affamés près de la maison d'un gardien forestier en plein hiver. Ce n'était jamais bon signe. Tiens bon, Jean-Pierre. Dès que la tempête se calme, je prends la motoneige. Des crépitements et des sifflements assourdissants avalèrent ses paroles. La communication était coupée. Jean-Pierre appuya plusieurs fois sur le bouton de transmission. Silence. Il était désormais complètement isolé du monde. Il vérifia son vieux fusil de chasse. Il n'avait pas beaucoup de munitions. Une dizaine de cartouches de chevrotine, une quinzaine de plombs. De quoi chasser et se défendre, pas de quoi soutenir une guerre. Il jeta un œil à ses provisions. Un sac de farine, des céréales, de la charcuterie dans la dépendance. De quoi tenir. Mais la dépendance. La dépendance était séparée de la maison. Au même moment, à 1,5 km de là, 2 hommes maudissaient l'univers entier. Leur motoneige flambant neuve était irrémédiablement coincée dans un ravin, après avoir percuté un rocher caché sous la neige. « Je te l'avais dit, Stéphane, de ne pas passer par là. Je t'avais dit qu'il fallait suivre le GPS. » Geignait Nicolas, un homme petit et agité, en essayant de réchauffer ses mains gelées. « La ferme !» aboya Stéphane, un homme corpulent à la mâchoire carrée. « Ton GPS nous aurait mené tout droit chez les gardes forestiers. Alors que la vieille carte topographique, elle, est fiable. Il y avait un ermitage ici, je te le dis, avec un trésor. Ils n'étaient pas des touristes. C'étaient des pilleurs, venus dans le parc naturel régional des Ballons des Vosges sous le prétexte d'être photographes, à la recherche des trésors d'anciens ermitages montagnards. Et maintenant, leur cupidité les avait conduits dans un piège de glace. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mourir de froid ici, ne cessait de se lamenter Nicolas. Silence. Lui lança Stéphane. Il grimpa sur le bord du ravin et sortit des jumelles. Et il la vit. Une colonne de fumée s'élevant d'une cheminée. Le salut. Un minuscule point de vie au milieu du silence blanc. Il y a un poste forestier là-bas, souffla-t-il. Je vois une maison. On a de la chance, Nico. Allons-y. Il s'était déjà mis en route, s'enfonçant péniblement dans la neige, quand Stéphane s'arrêta brusquement et se jeta à plat ventre, entraînant son partenaire avec lui. « Qu'est-ce qui te prend » siffla Nicolas. « Regarde, » murmura Stéphane en lui tendant les jumelles. Nicolas plaqua ses yeux contre les oculaires. Il vit d'abord la maison, puis la silhouette du vieil homme qui rentrait à l'intérieur. Et puis il les vit. Les ombres grises, assises dans la neige, immobiles comme des statues. Des loups, bégaya-t-il en laissant tomber les jumelles. Ils étaient désormais dans un double piège. Devant eux, une maison synonyme de salut, mais encerclée par une meute affamée. Derrière eux, une motoneige en panne et une mort glaciale. Ils se tapirent derrière une congère, ne sachant que faire. Aller vers la maison signifiait devenir un appât. Rester là, c'était mourir de froid. Ils se mirent à observer le gardien et les loups. Avec la tombée de la nuit, la tempête de neige se déchaîna. Le vent se mit à hurler dans la cheminée, à gratter les murs de la maison comme une bête gigantesque. La neige tombait en un rideau si dense qu'elle masquait même les arbres les plus proches. Jean-Pierre alluma une lampe à pétrole. Sa lueur chaude créait un minuscule îlot de confort au milieu du chaos rugissant. Il était assis près du poêle, l'oreille aux aguets.
Bientôt, à travers les hurlements du vent, un nouveau son lui parvint. Un grattement. Un grattement faible mais obstiné, provenant de la dépendance. Il n'était pas parti. Il testait ses défenses, cherchant un point faible. Jean-Pierre prit son fusil. Il savait que tirer à l'aveugle dans le blizzard était un gaspillage de munitions. Mais il ne pouvait pas rester sans rien faire. Il devait savoir qu'il était là et qu'il était prêt. Il entr'ouvrit la lourde porte, juste assez pour passer le canon. Un tourbillon glacial s'engouffra dans la maison, manquant d'éteindre la lampe. Jean-Pierre leva son fusil vers le ciel et appuya sur la détente. Une détonation assourdissante déchira le hurlement de la tempête. Pendant un instant, le grattement cessa. Jean-Pierre referma la porte et poussa le lourd verrou. Ce n'était qu'un répit temporaire. Il le savait, et eux aussi le savaient. Le lendemain matin, alors que la tempête s'était brièvement calmée, Jean-Pierre sentit un frisson le parcourir en regardant à travers la vitre givrée. Sur la neige fraîche, presque sur le seuil de sa porte, il ne vit pas seulement des traces de loup. À côté d'elle, partiellement effacées par le vent mais indubitablement reconnaissables, se trouvaient 2 paires d'empreintes humaines. Elles menaient de la forêt vers sa maison, mais s'interrompaient près d'un affleurement rocheux non loin de là. Il n'était pas seul dans cette immensité sauvage, et ses ennemis n'étaient pas seulement les loups. Cette nouvelle information ne provoqua aucune panique chez Jean-Pierre. Il n'était pas du genre à paniquer. Elle lui apporta une clarté froide et rageuse. L'inconnu est toujours pire qu'un ennemi identifié. Les loups, il les comprenait. Leur motivation était aussi simple que la vie elle-même, la faim. Ils agissaient selon les lois de la nature, des lois cruelles mais honnêtes. Mais des hommes se cachant près de sa maison pendant une tempête de neige, pouvaient être n'importe qui. Des touristes perdus? Ils auraient crié, appelé à l'aide, allumé un feu. Des braconniers? C'était possible, mais ce n'était pas la saison. Et que ferait-il près de son poste? Restaient les pires options, celles auxquelles le vieux gardien préférait ne pas penser. Il s'éloigna de la fenêtre et ajouta des bûches dans le poêle. Le feu crépita avec avidité, dévorant le bois sec. La chaleur était son principal allié, avec les murs solides en mélèze, construits par son père. Mais ces nouvelles traces transformaient sa maison, sa forteresse, en une cible. Il reprit son fusil. Il lui semblait soudain moins fiable. Contre une meute de loups, c'était un argument de poids. Contre un homme armé, cela ne faisait qu'équilibrer les chances. Il fit lentement le tour de son unique pièce. Son regard s'arrêta sur les détails de sa vie. La photo de sa défunte femme sur une étagère, de vieux livres, la carte du parc accrochée au mur, criblée de ses propres annotations. C'était son monde. Et maintenant, 2 forces hostiles avaient envahi ce monde. Il ne savait pas laquelle des 2 était la plus redoutable. Dans l'enfer glacé de leur abri, Nicolas ne pouvait plus contenir ses tremblements. Il secouait tout son corps, faisant claquer ses dents si fort qu'il craignait qu'elles ne se brisent. Stéphane, je n'en peux plus, croassa-t-il, ses lèvres bleues et gourdes. On va mourir ici. C'est sûr. Il faut aller le voir, demander de l'aide. Tais-toi, siffla Stéphane, scrutant la maison à travers le voile de la tempête. Tu l'as vu, ce vieux croulant? Il a repéré nos traces. Tu crois qu'il va nous ouvrir sa porte? Il va plutôt nous tirer dessus à la chevrotine. Il a des provisions, de la chaleur. Pour lui, nous sommes des bouches inutiles à nourrir. Et peut-être même une menace pire que les loups. Quelle différence ça fait? Supplia Nicolas. Je préfère une balle à cette agonie lente. Je ne sens plus mes doigts, Stéphane. Stéphane l'attrapa par le col et le secoua. Reprends-toi, espèce de lavette. Il faut réfléchir. Il a une dépendance, tu vois, elle est à l'écart. C'est sûr qu'il y a de la bouffe là-dedans, de la charcuterie, des conserves, et peut-être du carburant pour notre motoneige. On n'a pas besoin de sa maison, on a besoin de sa dépendance. Le plan de Stéphane était simple et brutal, attendre le paroxysme de la tempête, lorsque la visibilité serait nulle. Sous ce couvert, se faufiler jusqu'à la dépendance, forcer la serrure et prendre tout ce qu'il pourrait emporter. Avec de la nourriture et, avec un peu de chance, un bidon d'essence, leur chance de survie augmenterait. Et les loups? Balbutia Nicolas.
Les loups sont occupés par le vieux. Ils sentent la chaleur et la vie qui émanent de la maison. La dépendance ne les intéresse pas. Ce n'est qu'une cabane en bois froide, affirma Stéphane avec une assurance feinte. Il n'en était pas si sur lui-même, mais il devait donner un peu d'espoir à Nicolas, sinon il allait complètement s'effondrer. Il calculait déjà que, s'il le fallait, il sacrifierait son partenaire. L'important était de survivre, et si possible, de ne pas repartir les mains vides. L'or des ermites brûlait toujours son imagination. La nuit, la tempête atteignit son apogée. Le vent ne se contentait plus de hurler, il rugissait, arrachant les masses de neige des sapins pour les projeter contre les murs de la maison. Jean-Pierre somnolait près du poêle, son fusil sur les genoux. Et à travers ce vacarme assourdissant, il entendit de nouveau le bruit. Cette fois, il était différent. Ce n'était pas un grattement contre les murs de la dépendance, mais un craquement faible et obstiné du côté du débarras. Il y avait là une vieille fenêtre, condamnée depuis longtemps par des planches clouées en croix. Le point le plus faible de la maison. Le chef de meute était intelligent. Il n'allait pas répéter la même erreur. Il avait changé de tactique, envoyant 2 jeunes loups pleins de vigueur vers cette nouvelle cible. Jean-Pierre bondit, le cœur battant à tout rompre. Tirer à travers le mur était inutile. Ouvrir la porte et sortir était un suicide. Il se précipita vers le poêle, attrapa avec un crochet la plus grosse bûche incandescente et courut vers la porte intérieure menant au débarras froid. Le craquement s'intensifia. Une des planches céda avec un gémissement sonore. Une ombre grise se faufila dans l'interstice. Jean-Pierre ouvrit brusquement la porte du débarras et lança de toutes ses forces la bûche enflammée dans l'obscurité, en visant la fenêtre. Un hurlement strident, plein de douleur et de terreur, retentit. Une odeur de fourrure brûlée se répandit. Dans l'obscurité du débarras, on entendit des grognements paniqués et une bousculade, suivie d'un choc sourd contre le mur extérieur. Un autre loup, en reculant devant le feu, avait percuté son complice. Un instant plus tard, tout redevint silencieux. Seul le vent poursuivait son chant funèbre. Jean-Pierre referma la porte du débarras et la cala avec une lourde table. Il avait repoussé l'attaque. Mais à quel prix? Il avait utilisé l'une de ses précieuses bûches. Et il restait encore au moins une nuit et un jour de tempête. Et il avait montré sa peur à l'ennemi en utilisant le feu. Le matin apporta une accalmie trompeuse. La neige avait presque cessé de tomber. Le vent s'était affaibli, se transformant en un vent coulis-morne qui balayait la poudreuse sur la neige durcie. Jean-Pierre, épuisé par sa nuit blanche, s'approcha de la fenêtre. Autour de la maison, on voyait les traces fraîches de la lutte, du sang sur la neige près du débarras et des empreintes de loups qui retournaient vers la forêt. Il s'était replié, mais il savait que ce ne serait pas pour longtemps. Il panserait leur plaie et reviendrait, encore plus enragé. Il porta son regard vers l'affleurement rocheux où se cachaient les inconnus, et il vit un mouvement. Une silhouette sombre se détacha du rocher et, en se courbant, se mit à avancer. Mais pas vers la maison, pas en appelant à l'aide. La silhouette se déplaçait à la dérobée, de courtes courses d'un arbre à l'autre, se dirigeant droit vers sa dépendance. Une vague de froid glacial envahit Jean-Pierre. Le calcul de Stéphane s'était avéré correct. Il pensait que le gardien était occupé par les loups et ne les remarquerait pas. Jean-Pierre décrocha silencieusement son fusil, vérifia les munitions. De la chevrotine. Il se posta à la fenêtre, utilisant le cadre comme appui. La silhouette sombre sur la neige blanche était une cible parfaite. L'homme atteignit le coin de la dépendance et s'immobilisa, à l'écoute. C'était Stéphane. Il était sûr de son impunité. Jean-Pierre fit lentement pivoter le canon, alignant la mire sur le centre du dos massif de l'inconnu. Distance, pas plus de 70 mètres. Portée mortelle. Son doigt se posa sur le métal froid de la détente. Tué ou simplement effrayé. Mais un homme effrayé dans la nature pouvait devenir encore plus dangereux. Et un homme mort? Le meurtre était une ligne que Jean-Pierre n'avait jamais franchie de toute sa vie. Les secondes s'étirèrent en une éternité. Stéphane sortit un pied de biche de sous sa veste et s'apprêtait à frapper pour faire sauter le cadenas. Le doigt se figea sur la détente. Une seconde, 2. Toute sa vie dans cette forêt, tous ses principes défilèrent dans l'esprit de Jean-Pierre. Il était un gardien, un protecteur, pas un bourreau. Dans sa ligne de mire, il ne voyait pas simplement un voleur, mais un homme, stupide,
cupide, mais un homme vivant, qui se tenait au seuil d'une erreur fatale. Au dernier moment, Jean-Pierre déplaça légèrement le canon de son fusil vers la droite et le haut. Il ne visa ni la jambe ni le bras. Il tira au-dessus de sa tête. Le vacarme assourdissant de la chevrotine, amplifié par l'écho des rochers, déchira le silence. La poudreuse soulevée par le tir dissimula un instant la silhouette près de la dépendance. Quand elle retomba, Jean-Pierre vit que Stéphane n'était plus debout. Il était étalé dans la neige, puis, sans se relever, il rampa à quatre pattes, brassant frénétiquement la neige avec les mains et les pieds, pour retourner vers les rochers. Le pied de biche resta là, une tache sombre près du mur de la dépendance. L'homme qui, une minute plus tôt, se croyait maître de la situation, fut submergé par une terreur primitive et animale. Il comprit que le vieil homme dans la maison ne l'avait pas seulement vu. Il l'avait tenu en joue et l'avait laissé partir. Il lui avait offert la vie. De l'abri rocheux s'éleva un cri perçant, presque inhumain. C'était Nicolas. Le son du coup de feu avait été la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase de ses nerfs à vif. Il bondit, sans réfléchir, se mit à courir, mais pas vers la maison, ni vers son partenaire. Il s'enfuit au plus profond de la forêt, dans la direction opposée, loin de cet endroit maudit où on lui tirait dessus, où il était encerclé par des loups et où son propre ami l'abandonnait. Stéphane, ayant atteint son abri, vit la silhouette de Nicolas disparaître entre les arbres et n'essaya même pas de l'arrêter. Une bouche de moins à nourrir, un problème en moins. Il était maintenant seul, face aux gardiens et aux loups. Mais désormais, il connaissait les règles du jeu. Le vieux ne tirerait pas pour tuer, mais il n'aiderait pas non plus. C'était une guerre d'usure. Jean-Pierre baissa son fusil. Il ne ressentait aucun triomphe, seulement une amère lassitude. Il avait désormais une cartouche en moins. Et le nombre de ses ennemis n'avait pas diminué. L'un s'était enfui dans la forêt, vers une mort certaine par le froid ou les loups. Le second était terré dans les rochers, enragé et humilié. Et cela est parfois plus dangereux qu'une agression ouverte. Le gardien comprenait qu'il ne pouvait pas laisser le pied de biche près de la dépendance. C'était un outil, une arme. Et il devait vérifier le cadenas, s'assurer qu'il avait tenu. De plus, la réserve principale de bois se trouvait dans la dépendance, et il devait réapprovisionner son stock dans la maison. Sortir était risqué, mais rester enfermé, à laisser les ennemis dicter leurs conditions, était encore pire. Il devait montrer qui était le maître ici. Il enfila un vieux manteau en peau de mouton, glissa sa hache à sa ceinture, prit son fusil et, après une profonde inspiration, retira le verrou. L'air glacial lui fouetta le visage. Le silence après la tempête semblait assourdissant. Jean-Pierre sortit sur le perron, scrutant attentivement les alentours. Aucun mouvement près des rochers, aucune ombre à la lisière de la forêt. Il se dirigea vers la dépendance, s'enfonçant dans la neige fraîche et poudreuse. Chaque pas était un effort. Son dos le brûlait à nouveau sous l'effet de la tension. Il s'attendait à un coup de feu ou à une attaque surgissant d'un angle mort, mais rien ne se produisit. Il atteignit la dépendance, ramassa le pied de biche, un lourd morceau d'acier froid. Le cadenas était intact, à peine éraflé. Il l'ouvrit, prit une brassée de bûchers, sans s'attarder, retourna vers la maison. Les mètres les plus dangereux étaient ceux du retour, quand il tournait le dos aux rochers et à la forêt. Il arriva, referma la porte derrière lui et ce n'est qu'alors qu'il s'autorisa à expirer. Il avait fait une sortie et était revenu indemne. Il avait montré sa force. Mais lorsqu'il regarda par la fenêtre pour vérifier une nouvelle fois la situation, son cœur manqua un battement. À la lisière de la forêt, exactement au même endroit, se tenait à nouveau le chef de meute. Mais cette fois, il était seul. Et son regard n'était pas tourné vers la maison. Sa tête massive était tournée vers l'affleurement rocheux où se cachait Stéphane. Le loup se tenait immobile, comme une statue de granit, et il y avait quelque chose de nouveau dans sa posture. Plus seulement une évaluation, mais la concentration d'un chasseur qui a repéré une proie spécifique et affaiblie. Le coup de feu, la fuite paniquée de Nicolas, la silhouette solitaire tapie dans les rochers. Le prédateur intelligent avait assemblé tous ces faits en un tableau cohérent. Le vieil homme dans la maison était dangereux. Il était protégé par des murs et par le feu. Mais l'homme dans les rochers était seul, effrayé, exposé au froid. Il était une proie facile. Jean-Pierre comprit une chose terrible, les loups avaient changé de cible. Leur siège ne le visait plus.
La chasse avait commencé, mais pour un autre homme. Et lui, Jean-Pierre, de cible principale, était devenu l'unique spectateur de ce drame mortel. Il vit les autres membres de la meute sortir silencieusement de la forêt, un par un, et se placer derrière leur chef, imitant sa posture, leurs yeux jaunes fixés sur les rochers. Ils ne regardaient plus la maison. Ils attendaient l'ordre de commencer la traque. Stéphane, blotti dans une crevasse glacée entre les rochers, sentit une vague de terreur animale balayer les derniers vestiges de son sang-froid. Il les voyait. Il voyait toute la meute, comme sur commande, se tourner vers lui. Il n'était plus un observateur caché. Il était devenu la cible. L'air qu'il inspirait semblait épais et piquant, lui brûlant les poumons. Chaque battement de son cœur résonnait dans ses oreilles comme un roulement de tambour funèbre. Il regarda vers la forêt, là où la silhouette de Nicolas avait disparu dans le voile neigeux. Aucun son ne venait de cette direction. Nicolas était déjà mort, gelé ou déchiqueté. Et maintenant, c'était son tour. Le froid le transperçait jusqu'aux os, lui enlevant ses dernières forces. Ses doigts, gourds et blancs, ne lui obéissaient plus. Il comprit que s'il restait là, il finirait simplement par geler, se transformant en une proie facile pour les loups. Et il savait attendre. Jean-Pierre se tenait à la fenêtre, immobile. Il était l'unique spectateur dans cette arène macabre. Il vit le chef de meute faire un mouvement de tête à peine perceptible, et la meute se mit en mouvement. Ils ne chargèrent pas. Non, cela aurait été trop simple. Ils commencèrent à se déployer dans la clairière, à le contourner par les flancs, resserrant lentement mais inexorablement le cercle autour de l'affleurement rocheux. 2 loups contournèrent les rochers par la gauche, 3 par la droite. Ils se déplaçaient sans un bruit, comme des fantômes gris. Leurs pattes laissaient à peine des traces sur la neige dure. Le chef resta sur place, contrôlant l'opération. C'était une chasse à courre classique, perfectionnée par des millénaires d'instinct. Il coupait à Stéphane toute voie de retraite vers la forêt. Il ne lui restait plus qu'un seul chemin, la clairière enneigée et ouverte qui menait à la maison. À Jean-Pierre. Le vieux gardien serra les poings. Il détestait cet homme dans les rochers pour sa cupidité, pour sa stupidité, pour avoir semé le chaos dans son monde. Mais regarder des loups déchiqueter un homme sans défense, même un homme comme celui-là. Quelque chose en Jean-Pierre se révoltait à cette idée. C'était mal. Cela violait non seulement la loi des hommes, mais aussi celle de la forêt. Stéphane comprit leur manœuvre. Il voyait les silhouettes sombres se faufiler entre les arbres, lui coupant toute issue. Il était acculé. Son regard se porta sur la maison. 100 mètres d'enfer blanc. 100 mètres jusqu'à une porte derrière laquelle se trouvait le vieil homme qui lui avait tiré dessus. Mais derrière cette porte, il y avait la vie, la chaleur, le salut. Alors qu'ici, dans les rochers, seule la mort l'attendait. Une mort atroce et terrifiante. Le choix était évident. Dans son cerveau embrumé par le froid et la peur, il ne restait plus qu'une seule pensée, courir. Il cessa de réfléchir. Il agit par pur instinct. Il poussa un cri sauvage et rauque, un mélange de rage et de désespoir, et se jeta hors de son abri. Il courut. Ses jambes, engoncées dans de lourdes chaussures gelées, s'enfonçaient dans la neige. Il tombait, se relevait et courait à nouveau, à bout de souffle, sentant l'air glacial lui déchirer la gorge. Il ne regardait pas en arrière. Il savait qu'il le poursuivait. Dès que Stéphane apparut à découvert, le chef de meute émit un bref grognement guttural. C'était le signal. Toute la meute, qui se déplaçait jusqu'alors avec une fluidité calculée, jaillit. La neige vola sous des dizaines de pattes puissantes. Ils fonçaient sur leur proie à une vitesse terrifiante, réduisant la distance à chaque bond. Jean-Pierre voyait toute la scène comme au ralenti. La silhouette maladroite de l'homme, agitant désespérément les bras. Et derrière lui, comme un destin inéluctable, la vague grise déferlait. Il voyait les gueules retroussées, les poils hérissés sur les échines. Il voyait la fureur affamée dans leurs yeux. Il épaula instinctivement son fusil, visa le loup le plus proche, qui avait presque rattrapé Stéphane. Mais son doigt se figea à nouveau. S'il tirait, il sauverait ce voleur. Il le laisserait entrer dans sa maison. Il devrait partager avec lui sa nourriture, sa chaleur, risquer sa propre vie pour celui qui était venu le piller. Et s'il ne faisait rien, tout serait terminé en quelques secondes. Le problème se résoudrait de lui-même.
Cruellement, mais justement, selon les lois de la nature. Stéphane entendait déjà derrière lui leur respiration lourde et rauque. Il sentait l'odeur fétide de leur gueule. La maison était si proche, 20 mètres, 10. Il voyait le bois sombre de la porte, la fenêtre givrée d'où la mort ou le salut le regardait. Il cria, sans plus formuler de mots. Un simple hurlement animal de terreur et de supplication. Ouvrez. 5 mètres. Un des loups, jeune et impatient, fit un bond gigantesque, visant son dos. Jean-Pierre vit les crocs briller dans les airs, prêts à se refermer sur le cou ou l'épaule du fuyard. Et à cet instant précis, sa main se posa d'elle-même sur le lourd verrou en fer. Le retirer ou le laisser fermer? La décision devait être prise en une fraction de seconde. Une fraction de seconde qui séparait la vie de la mort. Le fer cliqueta. Le verrou, cédant à la main de Jean-Pierre, glissa sur le côté. Au moment même où le gardien tirait la lourde porte vers lui, le corps de Stéphane s'effondra dans l'embrasure. Il n'entra pas en courant, il tomba littéralement, trébuchant sur le seuil, et s'écroula sur le sol comme un sac. Juste derrière lui, dans ce court instant, une énorme tête de loup avec une gueule béante se jeta dans l'ouverture. Les crocs claquèrent à 1 centimètre de la nuque de Stéphane, mordant dans le vide. Jean-Pierre agit par pur réflexe, un réflexe aiguisé par des décennies de vie en forêt. Il n'essaya pas de fermer la porte. Il la projeta de tout son poids et de toute son inertie directement dans la gueule du prédateur. On entendit un craquement sourd et humide et un bref jappement de douleur. Le loup fut projeté en arrière, mais la porte ne se referma pas complètement. Une patte avant se glissa dans l'entrebâillement. Les griffes raclèrent le sol, cherchant une prise. De l'autre côté de la porte, on entendait un grognement furieux et multiple. La meute était sur le seuil. Jean-Pierre lâcha son fusil, attrapa la hache plantée dans le billot près du poêlet, la tournant pour frapper avec le dos de la lame, il abattit de toutes ses forces sur la patte coincée. Un autre jappement retentit, se transformant cette fois en un hurlement de désespoir, et la patte disparut. Jean-Pierre pesa de tout son corps contre la porte. Elle céda, et il put enfin remettre le verrou. Il resta là, le front appuyé contre le bois froid, respirant lourdement. Dehors, c'était l'enfer. Les loups, excités par l'odeur du sang et furieux de la blessure de leurs congénères, se jetaient contre les murs, grattaient les rondins de leurs griffes, hurlaient si fort qu'on aurait dit que les vitres allaient éclater. Au sol, recroquevillé, gisait Stéphane. Il ne criait pas, ne bougeait pas, il gémissait seulement, faiblement, par intermittence. Sa veste était déchirée en lambeaux sur l'épaule, et à travers le trou, on voyait du sang sombre et épais qui s'étalait rapidement sur le tissu sale. Jean-Pierre le regarda sans la moindre pitié, mais avec une préoccupation pragmatique. Un homme blessé, et peut-être mourant, dans sa maison en ce moment, était un problème pire que la meute de loups. Vivant? Demanda le gardien d'une voix rauque. Stéphane ne fit que marmonner quelque chose en réponse, essayant de comprimer sa blessure. Reste tranquille, ne bouge pas, ordonna Jean-Pierre. Il s'approcha du poêle, prit un peu d'eau chaude dans une vieille gamelle de l'armée, trouva un chiffon propre bien que jauni par le temps, et sa trousse de premier secours, une boîte en fer blanc avec une croix rouge. Il s'agenouilla à côté de Stéphane et, sans cérémonie, coupa au couteau les restes de la veste et de la chemise autour de la plaie. Le spectacle était horrible. 4 profondes entailles déchiquetées, laissées par les crocs. Les bords de la plaie étaient irréguliers, les muscles déchirés, le sang ne s'arrêtait pas. Serre les dents. Lança brièvement Jean-Pierre et il versa un peu de vodka de sa flasque sur la blessure. Stéphane hurla, son corps se cambra. Silence, j'ai dit. Aboya le gardien en le maintenant au sol. Si tu cries, ils vont défoncer la porte. Il banda fermement la plaie avec le chiffon, créant une sorte de pansement compressif. L'hémorragie diminua. Stéphane se détendit. Son visage était blanc comme la neige dehors, des perles de sueur couvraient son front. Il regardait Jean-Pierre avec des yeux troubles, pleins de terreur. « Merci » murmura-t-il. Jean-Pierre ne répondit pas. Il ne l'avait pas sauvé. Il avait éliminé un problème. Il se leva, ramassa son fusil, l'essuya de la neige, puis regarda la flaque d'eau fondue et de sang qui s'étalait sur le sol autour du corps de Stéphane. Il eut un mouvement de dégoût. Cet homme avait apporté la saleté, la peur et le sang dans sa maison.
Le gardien s'assit sur un tabouret près du poêle, son fusil sur les genoux. Dehors, l'enfer continuait. Les loups ne se calmaient pas. Ils étaient enragés. Ils savaient que leur proie était là, blessée, mais hors d'atteinte. Une heure passa, puis une autre. Stéphane gisait sur le sol, sombrant périodiquement dans l'inconscience. Il se mit à trembler, mais ce n'était plus de froid. La fièvre montait. Jean-Pierre l'observait en silence, ainsi que la fenêtre. Il était dans une situation pire qu'auparavant. Il avait maintenant un parasite blessé et impuissant, qui allait bientôt devenir un fardeau. Il avait toujours aussi peu de munitions, et les loups, ayant goûté au sang, étaient devenus 2 fois plus dangereux. Il n'allait plus être prudent. Ils allaient foncer. Le vieux gardien se leva et jeta dans le poêle la dernière bûche qui se trouvait dans la maison. Il fallait de nouveau aller à la dépendance, mais cette fois, la sortie était 10 fois plus risquée. La meute n'était plus à la lisière de la forêt, elle était juste devant les murs. Il s'approcha de Stéphane et le poussa du bout de sa botte. « Eh, tu m'entends » Stéphane ouvrit les yeux. Son regard était déjà vide de sens. « Il faut du bois. Je vais sortir, tu fermeras le verrou derrière moi. Quand tu entendras frapper, 3 coups, une pause, puis 2 autres, tu ouvriras. Compris » Stéphane hocha bêtement la tête, sans bien comprendre ce qu'on lui demandait. Le plan était désespéré. Jean-Pierre espérait que le bruit à la porte distrairait la meute et qu'il aurait le temps de se précipiter jusqu'à la dépendance et de revenir. C'était une chance presque certaine de mourir, mais il ne voyait pas d'autre solution. Sans feu, ils seraient tous les deux gelés avant le matin. Il s'approchait déjà de la porte quand un nouveau son retentit de l'extérieur. Ni un hurlement, ni un grattement. Un son qui fit parcourir un frisson dans le dos de Jean-Pierre lui-même. Un bruit de grattement et de raclement, mais pas venant des murs, venant d'en haut, du toit. Jean-Pierre leva la tête. Le chef de meute. La bête intelligente avait compris que les murs ne céderaient pas. Il avait trouvé un nouveau point faible. Le vieux toit de bardeaux, sous lequel il n'y avait qu'une fine couche d'isolant et un plafond de planches. Un ou plusieurs loups avaient grimpé sur le toit en utilisant la haute congère formée par la tempête contre le mur de la maison, et ils essayaient maintenant de percer un trou. Jean-Pierre regarda Stéphane, puis le plafond d'où tombait déjà une fine poussière de bois. Puis son regard tomba sur la lampe à pétrole. La flamme vacilla et se mit à diminuer. Le pétrole était presque épuisé. Dans 1 heure, peut-être 2, ils seraient dans l'obscurité la plus totale, à écouter la mort se frayer un chemin au-dessus de leur tête. La poussière de bois qui tombait du plafond était le dernier avertissement silencieux. Jean-Pierre comprit le plan du chef de meute avec une clarté glaçante. La bête intelligente n'utilisait pas seulement la force de la meute, mais la nature elle-même contre lui. La congère, accumulée par la tempête de neige, était devenue pour eux un pont, une échelle vers son toit. Sa forteresse avait maintenant un ventre mou et vulnérable. À cet instant précis, la flamme de la lampe à pétrole vacilla une dernière fois, but avidement les dernières gouttes de combustible et s'éteignit. La pièce fut plongée dans une obscurité quasi totale, seulement troublée par la faible lueur mourante des braises dans le poêle. Et dans cette obscurité, les sons devinrent d'une acuité extrême. Le crissement des griffes sur les bardeaux de bois au-dessus de sa tête devint fort, obsessionnel, insupportable. Il ressemblait au bruit de rongeurs géants se frayant un chemin dans sa boîte crânienne. À ce son s'en ajouta un autre, un murmure faible et incohérent venant du sol. Stéphane délirait. De l'eau, chuchotait-il, j'ai froid. Maman, c'est toi? Jean-Pierre ne bougea pas. Il se tenait au milieu de la pièce, devenu une oreille géante. Il entendait tout, le crissement des griffes, les gémissements du blessé, le hurlement du vent derrière le mur et le faible crépitement des braises qui se refroidissaient. Son cerveau, fonctionnant maintenant avec l'efficacité froide d'un mécanisme d'horlogerie, filtrait l'inutile et construisait la chaîne de l'inévitable. Le bois était presque épuisé. Bientôt viendrait le froid. Le pétrole était fini, l'obscurité était là. Les loups étaient sur le toit. Bientôt viendrait la mort. Il fallait briser cette chaîne. Mais comment? Tirer dans le plafond était le comble de la stupidité. Sortir était un suicide certain. Le regard de Jean-Pierre, habitué à l'obscurité, tomba sur les braises faiblement rougeoyantes, puis sur la tache sombre au sol où gisait Stéphane, et sur les chiffons imbibés de son sang.
Et dans sa tête naquit un plan. Un plan sauvage, dangereux, désespéré, mais le seul possible. Il trouva dans un coin une vieille boîte en fer blanc contenant de la graisse pour piège. Une pâte épaisse et nauséabonde. Il s'approcha de Stéphane, qui ne réagissait plus, et sans un mot, lui arracha de l'épaule le bandage imbibé de sang. Puis il prit quelques autres chiffons propres. « Quoi? Qu'est-ce que tu fais » balbutia Stéphane, reprenant ses esprits sous l'effet de la douleur. « Tais-toi si tu veux vivre, trancha Jean-Pierre. Il enduisit généreusement tous les chiffons, les propres comme les ensanglantés, de la graisse collante et odorante. Puis il s'approcha du poêle et ouvrit la porte. La chaleur des braises lui frappa le visage. Il ne jeta pas les chiffons à l'intérieur. Il les enroula autour d'un tisonnier, créant une sorte de torche, et l'enfonça directement dans le conduit de cheminée, le plus loin possible vers le haut. Ensuite, il prit la dernière bûche, la fendit en petits morceaux avec sa hache et les jeta sur les braises. Une flamme les lécha paresseusement. Jean-Pierre attendit qu'elles prennent de la vigueur, puis il jeta dans le foyer le reste des chiffons imbibés de graisse. L'effet fut instantané et terrifiant. Le poêle ne prit pas simplement feu, il rugit. La substance épaisse et grasse s'enflamma, projetant une gerbe d'étincelles par la cheminée. Une odeur insupportable de chair brûlée, de sang et d'huile de machine envahit la maison. Une fumée noire et âcre s'échappa de toutes les fentes du poêle, remplissant la pièce. Mais la plus grande partie, comme l'avait calculé Jean-Pierre, s'engouffra vers le haut dans le conduit incandescent. Du toit parvint un son entièrement nouveau. D'abord un grognement surpris, interrogateur. Puis un grattement paniqué et précipité. Les loups, qui se frayaient un chemin vers l'intérieur, reçurent soudain en pleine face un jet de fumée étouffante et nauséabonde et une chaleur insupportable provenant du tuyau chauffé à blanc. L'un d'eux, ayant apparemment approché sa gueule trop près de la sortie de la cheminée, hurla d'une voix aiguë et perçante, comme un chiot. Jean-Pierre entendit un bruit sourd. C'était une bête qui sautait du toit. Puis une autre. Le remue-ménage au-dessus cessa. Le plan avait fonctionné. Il les avait chassés de l'endroit le plus vulnérable. Jean-Pierre se mit à tousser, suffoquant dans la fumée de sa propre maison. Il entr'ouvrit la porte pour laisser entrer un peu d'air frais. Dehors, on entendait des grognements furieux, mais ils venaient maintenant d'en bas, près des murs, et non plus d'au-dessus de sa tête. Il ressentit un bref soulagement. Il les avait encore déjoués. Il ferma la porte et se retourna. La pièce était remplie d'une fumée âcre. Stéphane, au sol, était pris d'une quinte de toux. Et le poêle lui-même. Jean-Pierre le regarda et se figea. Le tuyau de cheminée métallique, qui montait vers le plafond, était devenu rouge sous l'effet de la chaleur monstrueuse. Il brillait dans la pénombre d'une lueur cerise sinistre, et il en émanait une telle fournaise que l'air autour semblait trembler. Et c'est alors que, à travers la toux et le hurlement du vent, il l'entendit. Un léger craquement sec. Mais il ne venait pas du poêle. Il venait d'en haut, du plafond. Jean-Pierre leva la tête. À l'endroit où le tuyau incandescent traversait les vieilles planches sèches du plafond, il vit une minuscule étincelle orangée, à peine visible. Elle clignota une fois, deux fois, puis un mince filet de fumée, à peine perceptible, s'échappa de la fente entre les planches. Son salut s'était transformé en une nouvelle menace, encore plus terrible. Sa forteresse commençait à brûler de l'intérieur. L'étincelle n'en était déjà plus une. Elle s'était transformée en une tache orangée de la taille d'une paume, d'où sortait paresseusement mais inexorablement, comme un serpent, une fine langue de flamme. Elle lécha la planche sèche du plafond, qui noircit instantanément. Jean-Pierre ne réfléchit pas, il agit. Il n'y avait pas de temps à perdre. Dans une minute ou deux, tout le toit serait en feu, et il se retrouverait dans un piège mortel. Dehors, les loups, à l'intérieur, un enfer de feu. Il n'y avait pas d'eau pour éteindre l'incendie. Le seau d'eau potable avait gelé dès le début de la tempête, se transformant en un bloc de glace. La neige. Pour prendre de la neige, il fallait ouvrir la porte. Ouvrir la porte signifiait laisser entrer la meute. Une impasse. Son regard balaya la pièce et s'arrêta sur le vieux manteau en peau de mouton accroché au mur. Lourd, il l'avait servi fidèlement pendant 20 hivers. C'était sa meilleure protection contre n'importe quel gel. Sa seconde peau. Sans hésiter une seconde, Jean-Pierre le décrocha.
Il traîna la lourde table contre le mur, sauta dessus, manquant de glisser. Le plafond était bas, juste au-dessus de sa tête. La chaleur du début d'incendie lui brûlait déjà les cheveux. Il se balança et couvrit la tache enflammée avec le manteau, le pressant fermement contre les planches, essayant de couper l'arrivée d'oxygène. La peau de mouton siffla, se mit à fumer, répandant une odeur nauséabonde de laine et de cuir brûlé. De la fumée continuait de s'échapper de sous le manteau. Jean-Pierre appuya de tout son poids, sentant la chaleur pénétrer à travers l'épaisse couche de fourrure, lui brûlant les mains. À ce moment, des profondeurs de la maison, du côté du débarras, un nouveau son retentit. Un craquement sec et assourdissant de bois qui se brise. La fenêtre, celle qui était condamnée par des planches, qu'ils avaient déjà tenté de forcer. Le chef de meute n'allait pas attendre que la maison brûle. Il avait vu la fumée, senti l'odeur de brûlé, entendu l'agitation à l'intérieur et avait compris, c'était sa chance. Pendant que le maître de maison était distrait par le feu, il fallait frapper au point le plus faible. Le cœur de Jean-Pierre se serra. Il se retrouvait dans la position d'une bête prise au piège, attaquée simultanément de deux côtés. Il ne pouvait pas lâcher le manteau. Le feu se serait instantanément propagé. Mais il ne pouvait pas non plus ignorer le bruit provenant du débarras. Le craquement se répéta, cette fois plus fort, et un grognement furieux s'y ajouta. Il passait à travers. Stéphane, au sol, se mit à gémir plus fort. Son corps fut pris de convulsions. La fièvre, la fumée, les hurlements des loups. Tout cela avait percé le voile de son délire, se transformant en un cauchemar éveillé. « On brûle !» cria-t-il, essayant de s'asseoir, mais il retomba aussitôt, se tenant l'épaule blessée. « La ferme !» aboya Jean-Pierre, sans se retourner. Il continuait d'enfoncer le manteau fumant dans le plafond. La fumée semblait diminuer. Le feu s'étouffait. Mais du débarras parvint le bruit de verre brisé. La dernière ligne de défense était tombée. Désormais, seule une porte intérieure fragile les séparait de la meute. Jean-Pierre sauta de la table. Son manteau, avec un trou fumant au milieu, resta accroché au plafond, comme une marque noire et laide. Le feu était maîtrisé, mais pas éteint. Il pouvait reprendre à tout moment. Jean-Pierre attrapa sa hache. Le fusil était inutile dans l'espace exigu du débarras. Il se précipita vers la porte et tendit l'oreille. Un grattement. Une respiration lourde. Ils étaient là, un ou deux, essayant d'ouvrir la porte, la poussant avec leur gueule et leurs pattes. Jean-Pierre comprit qu'il ne pouvait pas simplement attendre. Tôt ou tard, il forcerait aussi cet obstacle. Il devait attaquer le premier, avant qu'il n'entre dans la pièce principale. Il empoigna plus fermement sa hache, inspira profondément, remplissant ses poumons d'un air encore âcre, et d'un mouvement brusque, il tira la porte vers lui. Dans l'embrasure sombre se tenait un grand loup, de 3/4 par rapport à lui. Il était en train de se faufiler par le cadre de la fenêtre brisée, ses pattes arrière encore à l'extérieur. Il ne s'attendait pas à ce que la porte s'ouvrait, pendant une fraction de seconde, il se figea dans une position inconfortable. Cette fraction de seconde suffit à Jean-Pierre. Il ne prit pas d'élan. Il fit simplement un pas en avant et, d'un mouvement court et sec, y mettant toute sa rage et son désespoir, il frappa le loup avec le dos de la hache sur la colonne vertébrale. On entendit un craquement sec et répugnant. Le loup s'affaissa sans un bruit. Son corps glissa comme un sac à l'intérieur du débarras. Mais derrière lui, dans la fenêtre brisée, une deuxième tête apparut déjà. Et à ce moment précis, Jean-Pierre entendit un bruit dans son dos. Ni un gémissement, ni de la toux, mais un léger crissement sinistre de métal contre la pierre du poêle. Il se retourna. Le spectacle qu'il vit était plus effrayant que n'importe quel loup. Stéphane n'était plus allongé sur le sol. Il était à genoux, s'appuyant d'une main contre le mur. Son visage était d'une pâleur mortelle, mais ses yeux brûlaient d'un feu fiévreux et dément. Et dans son autre main, il tenait le lourd tisonnier en fonte qu'il venait de retirer du poêle. Il ne regardait pas Jean-Pierre. Il regardait la porte que le gardien venait d'ouvrir, la silhouette sombre du loup dans le débarras. Ils sont venus. Pour moi, murmura Stéphane, et ses lèvres se tordirent en un rictus effrayant. Je ne donnerai rien. Rien. Il commença à se relever lentement, serrant le tisonnier comme une masse d'armes. Jean-Pierre était pris dans un piège plus terrible qu'il n'aurait pu l'imaginer.
devant lui, dans l'embrasure de la porte, se trouvait un prédateur aguerri, prêt à bondir. Et derrière lui, un homme rendu fou par la douleur et la fièvre, armé et imprévisible. Il était coincé entre la bête sauvage et l'homme fou, dans sa propre maison qui pouvait s'enflammer à tout moment. Le monde se rétrécit à un triangle mortel. À l'un de ses sommets, dans l'embrasure sombre de la porte, se trouvait le loup. Son corps se tendit, ses pattes arrière se rassemblèrent, se préparant au saut. Ses yeux jaunes et impitoyables ne quittaient pas Jean-Pierre. Au deuxième sommet, derrière le gardien, se trouvait Stéphane. La folie dansait dans son regard fiévreux, et le tisonnier incandescent dans sa main tremblait, projetant sur les murs des ombres dansantes et macabres. Au troisième point, central, se trouvait Jean-Pierre lui-même, une lourde hache à la main. Il sentait la chaleur du tisonnier dans son dos et le souffle glacial de la mort venant du débarras. Il n'avait pas le temps, pas le choix. Attaquer le loup signifiait recevoir du métal incandescent dans le dos. Se tourner vers Stéphane signifiait s'offrir au croc du prédateur. Le loup n'attendit pas. L'instinct, aiguisé par des milliers de générations de chasseurs, lui dicta que le moment était venu. Il émit un bref grognement guttural et se jeta en avant, se transformant en un amaigri de fureur et de vitesse. Mais il ne visait pas la gorge. Il sautait sur la poitrine, pour renverser, faire tomber, et achever sa proie au sol. Jean-Pierre ne recula pas. Il fit la seule chose qu'il pouvait faire. Il se jeta sur le côté, tombant au sol, sortant de la ligne d'attaque. Ce n'était pas un mouvement de la raison, mais du corps, un corps qui avait vécu 60 ans dans la forêt et savait comment survivre. La collision fut terrible, inévitable. Le loup, ne rencontrant pas sur son chemin le corps massif du gardien, percuta directement Stéphane. Un cri étouffé de douleur et de terreur se mêla à un grognement furieux. La folie dans les yeux de Stéphane fit place à une pure souffrance animale. Il agita instinctivement le tisonnier, mais maladroitement, sans force. Le métal incandescent ne fit qu'effleurer la peau du loup, y laissant un sillon fumant. Ce n'était pas suffisant pour arrêter le prédateur. C'était juste assez pour l'enrager définitivement. Les mâchoires du loup se refermèrent, non pas sur l'épaule, mais sur la gorge. On entendit un craquement humide et répugnant. Le tisonnier tomba au sol avec un cliquetis. Stéphane se mit à râler. Son corps se détendit, et ils s'effondrèrent tous les deux, l'homme et la bête, en un seul amas terrifiant. Jean-Pierre se releva d'un bond. Il n'y avait pas de temps pour le choc. À travers la fenêtre brisée du débarras, il voyait des ombres bouger. Le reste de la meute était là. Il ne se précipita pas vers ceux qui se battaient au sol. Il passa à côté d'eux et entra dans le débarras. Une odeur de sang, de fourrure brûlée et d'ozone lui frappa les narines. Le corps du premier loup qu'il avait tué gisait contre le mur. Jean-Pierre, sans le regarder, l'attrapa par les pattes arrière et, usant de toutes ses forces, le tira à l'intérieur, l'éloignant de la fenêtre. Puis il saisit un vieux et lourd coffre où il rangeait ses pièges et barricada l'ouverture brisée. C'était une barricade fragile et temporaire, mais elle lui donnait quelques précieuses secondes. Il se retourna. Le combat dans la pièce était terminé. Stéphane était allongé sur le dos. Ses yeux étaient ouverts et fixaient sans expression le plafond noirci dessus. Le loup se tenait au-dessus de lui, ses crocs plantés dans sa gorge, secouant méthodiquement la tête de gauche à droite. Jean-Pierre fit un pas en avant. La hache était lourde dans sa main. Il la leva au-dessus de sa tête. Le loup leva sa gueule ensanglantée et regarda le gardien. Dans ses yeux jaunes, il n'y avait plus de fureur, seulement une faim froide et primitive. Il grogna sans desserrer les mâchoires. Le son venait des profondeurs de sa poitrine. Jean-Pierre n'attendit pas. Il abattit la hache. La lame aiguisée s'enfonça précisément entre les omoplates de la bête, sectionnant la colonne vertébrale avec un craquement. Le loup eut une dernière convulsion. Son corps se cambra et se figea. Il resta ainsi, couché sur sa victime, ses crocs plantés en elle pour l'éternité. Silence. Un silence assourdissant, contre nature, après le chaos. Dehors, les loups n'hurlaient plus. Peut-être que la mort de deux de leurs congénères et la résistance acharnée avaient convaincu le chef de se retirer et de chercher une proie plus facile. Jean-Pierre se tenait au milieu de la pièce, respirant lourdement. Le sol était inondé de sang. L'air était épais de fumée et de l'odeur de la mort. Son manteau en peau de mouton était toujours accroché au plafond,
masquant le trou. Il avait survécu. Il avait encore gagné. Il baissa sa hache et passa une main sur son visage, étalant la sueur et la suie. Il ne ressentait aucun soulagement, seulement une fatigue de plomb infinie. Et c'est alors qu'il l'entendit à nouveau. Le craquement léger et sinistre. Il leva la tête. Le trou dans le plafond, que le manteau recouvrait, ne fumait plus. Des bords roussis de la peau de mouton jaillissait une flamme vive et brillante. Sa mesure désespérée n'avait fait que retarder l'inévitable. Pendant qu'il se battait pour sa vie en bas, le feu, recevant une nouvelle dose d'oxygène à travers les planches consumées, avait repris de la vigueur, et maintenant il dévorait le grenier sec avec une fureur redoublée. Sa forteresse, sa maison, son refuge se transformaient en un gigantesque bûcher funéraire. Le craquement se transforma en rugissement. Le feu ne demandait plus, il prenait. Une flamme vive et avide s'échappa de sous le manteau fumant, s'attaquant aux planches sèches du grenier avec un bruit de mastication affamée. Le plafond, qui était un salut une minute plus tôt, se transformait en une voûte de feu infernale. Une fumée épaisse et noire dévalait, piquant les yeux, obstruant les poumons. Jean-Pierre comprit avec une clarté absolue et meurtrière, la maison était perdue. Sa forteresse, son monde, sa vie. Tout cela était en train d'être dévoré par le feu. La lutte pour la maison était terminée. Commençait la lutte pour la dernière chose qui lui restait, son propre souffle. Il ne s'affola pas. 60 ans dans la forêt lui avaient appris la chose la plus importante, la panique est le chemin le plus rapide vers la mort. Son cerveau, surchargé d'adrénaline et de fatigue, fonctionnait avec précision, éliminant tout le superflu. Il avait besoin de 4 choses, une arme, du feu, de la nourriture, de la chaleur. Il se précipita vers le mur où était accrochée sa vieille musette de chasseur. En chemin, il trébucha sur le corps du loup, tomba sur un genou, manquant de peu de plonger son visage dans le corps refroidi de Stéphane. Il ne le regarda pas. Il arracha de l'étagère la boîte en fer blanc contenant les cartouches, vida les 7 restantes dans sa poche et y glissa un vieux briquet. C'était le feu. Il attrapa sur la table un pain de campagne entamé et un morceau de viande salée enveloppé dans un chiffon. C'était la nourriture. Son fusil de chasse gisait près du poêle. Il le saisit. C'était l'arme. Restait la chaleur. Son manteau en peau de mouton, son fidèle compagnon, mourait au plafond, sacrifié pour quelques minutes de vie. Jean-Pierre se jeta sur le vieux coffre, en arracha le couvercle. À l'intérieur se trouvait une vieille couverture en ouate et le duffel-coat de son père. Il sortit le duffel-coat. Il était plus lourd, mais plus compact. À ce moment, une première poutre enflammée tomba du plafond avec un craquement assourdissant. Elle tomba précisément là où Jean-Pierre se tenait un instant plus tôt, projetant une gerbe d'étincelles et de braises. Les flammes léchèrent le sol, la pièce se transformait en four. La sortie par la porte principale était coupée par le feu. Jean-Pierre se précipita dans le débarras. Il y avait un peu moins de fumée, mais l'odeur de sang et de cadavres était insoutenable. La barricade faite avec le coffre, qu'il avait utilisé pour bloquer la fenêtre, fumait déjà. Il pesa de toute son épaule contre le coffre, le déplaçant sur le côté. Un air glacial et brûlant s'engouffra dans l'ouverture, apportant un soulagement temporaire. Il passa la musette sur son épaule, coinça le duffel-coat sous son bras, empoigna son fusil et se glissa par la fenêtre brisée. Des éclats de verre s'enfoncèrent dans ses genoux, mais il ne sentit pas la douleur. Il sortit et s'effondra dans la neige profonde et pure. Il roula sur le côté, loin du mur de la maison, aspirant avidement l'air glacial. Il resta allongé sur le dos, regardant le ciel noir et sans étoiles, et écoutant son passé rugir et crépiter. Sa maison. La maison de son père et de son grand-père s'était transformée en une torche géante, éclairant la clairière d'une sinistre lueur pourpre. Le feu montait vers le ciel, dévorant le toit. Bientôt, toute la structure de Rondin fut la proie des flammes. La neige environnante fondait, sifflait, se transformant en une eau boueuse. Jean-Pierre s'assit, s'appuyant sur ses mains. Il était dehors. Il était en vie. Il était seul au milieu d'un désert de glace, sans maison, presque sans provisions. Et son unique compagnon était le feu, qui, dans quelques heures, s'éteindrait, le laissant seul avec l'obscurité et le gel. Il regarda vers la lisière de la forêt et les vies. Il ne se cachait pas. La lumière de l'incendie les arrachait à l'obscurité,
les transformant en silhouettes noires sur fond de neige blanche. Toute la meute. Ils se tenaient en demi-cercle, comme des spectateurs dans un amphithéâtre au centre duquel sa maison finissait de brûler. Ils n'étaient pas partis. Ils attendaient. Et en avant, un peu plus près des autres, se tenait le chef. Sa cicatrice sur l'oreille était clairement visible dans la lumière vacillante des flammes. Il ne grognait pas. Il regardait simplement la silhouette solitaire de l'homme assis dans la neige. Désormais, l'homme n'avait plus de mur, plus de feu pour le protéger. Il était sur leur territoire, seul, blessé non par des crocs, mais par la fatigue et le chagrin. Le feu, qui aurait dû être le salut de Jean-Pierre, était devenu un signal pour les loups. Il avait chassé la proie de son terrier, directement vers eux. Le vieux gardien se leva lentement, empoignant son fusil. Il regarda le chef de meute. Le vieux gardien et le vieux loup, le maître de la maison incendiée et le maître de la forêt éternelle. Et entre eux, il ne restait plus que le vent froid, cette cartouche et une nuit que seul l'un d'eux survivrait. Le feu ne hurlait pas. Il chantait. Il chantait son ancien chant triomphant de destruction. Et dans ce chœur, Jean-Pierre entendait les notes de toute sa vie, qui se consumaient jusqu'à la dernière cendre. Il se leva lentement. Ses genoux tremblaient de fatigue, mais son dos était droit. Il ne quittait pas des yeux le chef de meute. Deux vieux rois sur les ruines d'un royaume. L'un avait tout perdu, sauf sa vie. L'autre était prêt à la lui prendre aussi. Jean-Pierre savait que fuir était inutile. Dans la forêt, dans la neige profonde, il était plus lent et plus faible que le dernier louveteau de cette meute. Rester à découvert était également une mort certaine. Il devait trouver un abri. Et il le vit. Au milieu des flammes rugissantes et des rondins qui s'effondraient, le socle en pierre du poêle et sa haute cheminée se dressaient, intacts, montant vers le ciel comme un doigt noir menaçant les cieux. C'était l'œuvre de son grand-père. Des pierres ajustées les unes aux autres sans une seule goutte de mortier, tenant par la pure géométrie et le poids. C'était la seule partie de sa maison qui pouvait survivre au feu. Jean-Pierre, sans quitter les loups des yeux, commença à reculer lentement vers le poêle. Il se déplaçait avec fluidité, sans mouvement brusque, comme s'il dansait une danse macabre et lente. Les loups n'attaquaient pas. Le chef ne donnait pas l'ordre. Il observait. Ses yeux intelligents évaluaient chaque pas du vieil homme. Il voyait que l'homme ne fuyait pas, ne paniquait pas. Il voyait que l'homme se préparait pour le dernier combat. Arrivé au poêle, Jean-Pierre s'adossa contre lui. Les pierres étaient encore chaudes, et cette chaleur lui parut être un dernier salut d'un monde disparu. Son dos était désormais protégé. Il faisait face à la meute, et devant lui s'étendait le champ de bataille. Une neige piétinée, baignée d'une lueur pourpre, jonchait des corps de ses deux ennemis humains et de deux loups morts. Il épaula son fusil, mais sans viser. Il le tenait simplement prêt. « Eh bien, murmura-t-il dans le vide, s'adressant autant au loup qu'à lui-même. Finissons-en. Le chef de meute, comme s'il avait compris ses paroles, émit un grognement bas et guttural, et la meute se mit en mouvement. Ils ne chargèrent pas tous ensemble. Deux jeunes loups, les plus impatients, s'élancèrent de part et d'autre, essayant de le contourner par les flancs. Jean-Pierre ne bougea pas. Il attendit. Quand le premier loup fut à 10 mètres, il fit pivoter lentement le canon et tira. Le coup de feu se noya dans le rugissement de l'incendie, mais son résultat fut sans équivoque. Le loup jappa, plongea le museau dans la neige, fit une roulade et se tut. 6 cartouches. Le second loup, voyant la mort de son congénère, hésita un instant. 7 secondes suffit. Second tir. Le prédateur s'effondra comme fauché. Ses pattes arrière eurent quelques convulsions et s'immobilisèrent. 5 cartouches. La meute s'arrêta. Il comprenait maintenant, le vieil homme près des pierres n'était pas une victime sans défense. Il était dangereux. Il était toujours le maître. Le chef fit quelques pas en avant. Les poils de son échine se hérissèrent. Il retroussa les babines, et à la lueur de l'incendie, ses crocs brillèrent comme des poignards. Il n'allait plus sacrifier sa meute. Il irait lui-même. Mais d'abord, il décida d'épuiser le vieil homme. Il émit à nouveau un ordre bref, et la meute commença son jeu macabre. Il tournait dans la clairière, s'approchant puis reculant, des ombres grises vacillant à la frontière de la lumière et de l'obscurité. Il n'attaquait pas.
Il forçait Jean-Pierre à tourner la tête, à être constamment en alerte, à attendre une attaque de n'importe quel côté. Il l'épuisait, jouant avec lui comme un chat avec une souris, sachant que les forces d'un homme ne sont pas infinies. Une heure passa, ou peut-être une éternité. L'incendie commença à se calmer. Les flammes diminuaient, laissant derrière elles des montagnes de braise fumante. Le froid revint avec une nouvelle force. Jean-Pierre était pris de tremblements. Ses mains, qui serraient le métal froid du fusil, étaient engourdies. Ses yeux pleuraient à cause de la fumée et de la fatigue. Il savait qu'il ne tiendrait pas longtemps ainsi. Et le chef de meute le savait aussi. Il arrêta son carrousel. Il revint au centre. La meute se figea. Le moment de vérité était arrivé. Le chef, lentement, presque à contre-cœur, s'avança. Il ne courait pas. Il marchait, la tête haute, affichant un mépris total pour la créature bipède près des pierres. Il marchait, sachant que le vieil homme était fatigué, qu'il lui restait peu de munitions. C'était une attaque non seulement physique, mais aussi psychologique. Jean-Pierre épaula son fusil. Ses mains tremblaient tellement que la mire dansait devant ses yeux. Il essayait de la fixer sur la tête du loup. 10 mètres. 5. Il comprenait que s'il manquait son coup maintenant, il n'aurait pas de seconde chance. Il se força à baisser son fusil. Il inspira profondément, expira un nuage de vapeur et se figea. Il n'allait pas tirer. Pas comme ça. Il allait le laisser approcher. Tout près. Le chef, voyant que l'homme avait baissé son arme, ralentit un instant, surpris. Il ne comprenait pas cette manœuvre. Il s'approcha encore. 3 mètres. 2. Il s'accroupit, se préparant pour le saut final et décisif. Et à ce moment, Jean-Pierre tira. Il ne visa pas. Il tira de la hanche, à bout portant, dirigeant le canon droit sur la poitrine du prédateur. Le fracas du coup de feu fut assourdissant dans le silence qui s'était installé. Le chef de meute fut comme frappé par une masse invisible. Il fut projeté en arrière. Il ne jappa pas, ne grogna pas. Il s'effondra simplement sur le côté, lourdement, comme un arbre abattu. Ses pas eurent quelques convulsions. Il essaya de relever la tête. Ses yeux jaunes croisèrent un instant ceux de Jean-Pierre. Il n'y avait plus de haine en eux, seulement une vie qui s'éteignait et une grande et froide surprise. Puis la tête du loup retomba dans la neige. La meute se figea. Ils regardèrent leur chef mort, puis la silhouette solitaire de l'homme près du poêle, et ensuite, un par un, ils se retournèrent et se dissolvèrent silencieusement dans l'obscurité de la forêt. La guerre était terminée. Jean-Pierre resta debout, immobile. Le fusil tomba de ses mains et heurta sourdement la neige. Il s'agenouilla lentement, puis s'assit, le dos appuyé contre les pierres encore chaudes. Ses forces l'avaient abandonné. Il était assis au milieu des ruines fumantes de sa maison, entouré des corps de ses ennemis, et regardait vers l'est, où le ciel commençait à peine à pâlir. Il avait survécu, mais il avait perdu. Il avait tout perdu. Quand le soleil froid de l'hiver se leva au-dessus des sommets des Vosges, ses rayons éclairèrent une scène terrible. La carcasse noircie de la maison, les bêtes mortes et un vieil homme solitaire, assis sur les ruines de sa vie. Au loin, on entendit un grondement qui se rapprochait. Une demi-heure plus tard, une motoneige déboucha dans la clairière. Lucas, en voyant les ruines fumantes, s'arrêta net. Il courut vers Jean-Pierre. « Jean-Pierre! Tu es vivant! Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ici ?» Jean-Pierre leva lentement vers lui des yeux vides et délavés. Il regarda sa maison incendiée, les loups morts, le ciel. « Il est temps, Lucas, dit-il doucement, et sa voix était sourde et fêlée. Ramène-moi. Il est temps de prendre ma retraite.